Bonjour chers téléspectateurs de Léon Joléo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à République démocratique du Congo, à Butembo, c'est à l'est de la RDC. La société civile du Nord Kivu n'est pas tout à fait satisfaite de la mission d'évaluation de l'état du siège qu'a effectué le Premier ministre Amadou Konde à province du Nord Kivu et de l'Ituri du lundi 11 au mercredi 13 avril. Edgar Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, affirme que sa structure a présenté son cahier de charges au chef du gouvernement. Cependant, il pense que cette mission a duré très peu de temps pour pouvoir évaluer à profondeur la situation sur le terrain et dégager les vrais problèmes. Edgar Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, est notre invité sur Léo News. Suivez-les. Ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous, société civile, vous avez rencontré le Premier ministre et si oui, quelles recommandations vous lui avez données? Merci bien. En fait, la société civile du Nord Kivu a rencontré le Premier ministre. Nous avons eu à lui présenter notre cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous sommes revenus sur des problèmes majeurs qui gangrènent notre province et surtout qu'il était question de faire l'évaluation de l'état de siège. Bien sûr qu'il y a ce qui a marché, mais beaucoup de choses restent à faire. Parmi ce qui a marché, nous avons pu souligner la maximisation des recettes. Malheureusement, ce qui ne revient pas dans l'ordonnance du chef de l'État lorsqu'il instituait l'état de siège. Et justement, ce qui n'a pas marché, c'est que les massacres ont vraiment doublé. Parce que si en 2019, nous avons pu enregistrer autour de 1090 civils tués, en 2020, nous avons pu enregistrer autour de 1569 personnes tuées. Et en 2021, c'était déjà au-delà de 2000 civils qui ont été tués. Et lorsque nous avons fait la sommation, nous sommes déjà à 5057 civils qui ont été tués depuis le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et seulement pendant la période de l'état de siège, nous avons pu enregistrer 2025 personnes qui ont été tuées. Et vous comprenez donc que la situation va de mal au pire. Et actuellement, vous aurez constaté que la situation sécuritaire s'est aggravée, même dans d'autres endroits qu'on supposait être maîtrisé, notamment le territoire de Rutshuru, où aujourd'hui on parle de l'activisme du M23, qui sont entrés, les éléments du M23 qui sont en train de réclamer aussi que l'on puisse procéder au dialogue encore une fois. Et nous avons trouvé que ce n'était pas opportun. Voilà pourquoi nous avons estimé que lorsque le gouvernement communique au sujet des opérations, on parle des opérations Sokola, on parle de l'état de siège, on parle de la mutualisation des forces, c'est la population qui est exposée par l'effet d'annonce. Elle croit être protégée par ces différentes opérations, mais malheureusement, elle se trouve exposée devant l'ennemi parce que cette population n'étant pas sécurisée. Nous lui avons montré que nos militaires qui sont sur terrain ne font pas des offensives, ils restent dans les défensives
Et c'est à ce niveau-là que les civils sont éliminés, sont massacrés. Et à l'allure où vont les choses, si rien n'est fait, et si on laisse la situation telle qu'elle se présente sur le terrain, nous courons le risque, dans les 5 ans qui suivent, nous risquons de ne plus avoir des habitants ou des citoyens dans les milieux où il y a l'insécurité. Et pire encore, les rebelles qui sont en train de prendre les armes contre la République, vous allez constater qu'ils sont en train de solliciter qu'ils soient intégrés dans l'armée congolaise, ils sont en train de solliciter qu'ils soient intégrés dans l'administration publique, ils sont en train de solliciter qu'il y ait des dialogues pour qu'ils présentent d'autres cahiers de charges afin qu'ils soient intégrés, afin qu'ils puissent accéder à plusieurs faveurs. Nous avons trouvé que c'est inacceptable. Un rebelle ne peut pas agenouiller toute une république. Un rebelle ne peut pas s'imposer à une république. Et le Congo doit se déterminer avec le gouvernement que chapeaute Sama Lokonde, avec le chef de l'État qui est le commandant suprême. Il faut vraiment que la décision soit prise une fois pour toutes jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée, parce que nous n'allons pas continuer à dénombrer le nombre de civils qui meurent, mais nous avons aussi besoin de la paix pour que notre province prenne son envol du développement et que nous puissions aussi être compétitifs avec les autres entités en matière de développement. Oui, il y a plusieurs autorités, notamment les inspecteurs militaires et même le ministre de la Défense. Et ils étaient tous à Goma, donc à l'est de la RDC, juste pour le contrôle de l'état du siège. Et voilà, le Premier ministre à l'est. Vous espérez quoi après son arrivée? Oui, en fait, lorsque on mêle la sécurité à la politique, l'espoir peut disparaître à un certain moment. Parce qu'en principe, nous avons demandé même avant l'état de siège qu'il aurait fallu qu'on procède d'abord à l'évaluation des opérations précédentes. Ça n'a pas été fait. Et l'évaluation du Premier ministre devrait être précédée par une évaluation parlementaire. Et même s'il y a des députés qui ont fait les vacances dans la zone, mais une évaluation telle que le ministre est en train de le faire, ça n'a pas été fait. Et une autre chose, c'est que toutes ces évaluations sont presque à la hâte, à la va-vite. Le Premier ministre se limite à rencontrer les couches et à recevoir leurs doléances. On ne passe pas une analyse approfondie de toutes ces doléances, ce qui semble montrer une sorte de légèreté dans le traitement des dossiers. Parce qu'en principe, une bonne évaluation devrait se faire sur terrain et le Premier ministre devrait se donner du temps pour qu'on évalue secteur par secteur, qu'on évalue les inputs. Qu'est-ce qu'on a injecté dans ces opérations pour aboutir à quel résultat? Alors, à partir des résultats escomptés, on essaie de voir les résultats vécus sur terrain. Et avec cette comparaison, on devrait comprendre quel est l'écart qui existe entre les attendus et les réalisés sur terrain. Mais quand les choses se passent de manière précipitée, de manière comme à la va-vite, nous craignons que les décisions qui vont assortir ne puissent satisfaire la population. Parce qu'il y a deux autorités qui doivent se prononcer quant à ce. Il s'agit du Parlement, il s'agit également du gouvernement. Et cette harmonie qui a manqué, toutes les fois que le gouvernement sollicite une prorogation de l'état de siège sans évaluation, et le Parlement avalise, autorise cette prorogation sans évaluation, c'est ce qui a toujours poussé à ce que l'on ne puisse pas aboutir au résultat escompté. Mais pour les cas d'espèce,
nous pensons qu'après le passage du Premier ministre, il serait important que le gouvernement et le Parlement puissent évaluer les attentes de la population et les comparer aux actions réalisées sur le terrain et prendre une décision de mettre un terme à l'état de siège et définir un autre mécanisme pouvant contribuer à la pacification de la région. Mais cela dépendra de la politique générale du pays, cela dépendra des partenaires de notre gouvernement, cela dépendra également de la politique de la sous-région. Si nous pouvons savoir nous imposer sur le Rwanda, si le Congo peut savoir s'imposer sur l'Ouganda, si le Congo peut savoir s'imposer au niveau des Nations Unies et pouvoir démontrer que la recherche de la solution de nos problèmes devrait prendre une autre forme, une autre allure que celle que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, nous estimons qu'il y a lieu d'aboutir à la pacification. Mais si le gouvernement que dirige Sama Lukonde, avec le Parlement, dont certains parlementaires étaient représentés, notamment les membres de la commission défense et sécurité, prennent une décision qui ne réjouit pas la politique générale du pays, qui ne réjouit pas la politique générale des pays de la sous-région, qui ne réjouit pas la préoccupation des Nations Unies, et cette harmonie manquant de toutes parts, nous courons les risques de continuer à subir les mêmes cycles infernaux que nous sommes en train de connaître jusqu'à aujourd'hui. Avant de finir avec vous, Monsieur le Président, il y a une multiplication de groupes armés ici à l'Est, notamment les Maï Maï, et voilà aussi un grand groupe, les M23 à Goma. Quelle est votre observation par rapport à ces groupes, à cet état, pendant cette période de l'état du siège? Bon, de notre lecture, il se pourrait que les souffleurs restent les mêmes. Que ce soit du côté des groupes armés locaux, des groupes armés étrangers, les souffleurs restent les mêmes et les financiers restent les mêmes. Posez-vous la question, le M23 qui était supposé être déjà défait, qui a été cantonné comme des réfugiés en Ouganda et au Rwanda, se retrouve aujourd'hui sur le sol congolais avec des armes, dans une zone où il n'y a pas de magasin d'armes, il n'y a pas d'usine de fabrication d'armes. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui les finance, quelqu'un qui les arme, quelqu'un qui les facilite toute cette logistique. Et c'est possible que ce quelqu'un soit celui qui est en train d'insécuriser nos villages pour que nous puissions fuir nos champs et ne pas continuer à produire pour nous-mêmes. Et cela justement demande une analyse approfondie pour comprendre quelle pourrait être l'origine de cette déstabilisation. Mais sinon, à la lire où vont les choses, les organisateurs pourraient être les mêmes qui financent et les forces armées et les milices, les groupes armés étrangers et les groupes armés nationaux. Et tout cela serait en train de nous déstabiliser de partout. Et c'est ce qui ne permet pas à ce que nous puissions connaître les débuts de notre développement, de notre pacification, parce que ces groupes continuent toujours à nous déstabiliser. Et il est possible que ce soit les mêmes qui infiltrent nos forces armées de la République pour que notre armée ne soit pas efficace dans le cadre de la recherche de la pacification. Croyez-vous que le dialogue que demande le M23 peut aider l'Est d'avoir la paix? Attention, au niveau de la société civile, nous avons dit au Premier ministre, nous avons écrit au Président de la République que nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de faire. Le dialogue ne devrait pas être au rendez-vous parce qu'on doit
pas prendre des armes contre un pays et solliciter à dialoguer. Non, le pays appartient à l'État. Et prendre l'arme de manière illégale, c'est réellement illégal et c'est une infraction. Et donc tous ceux qui ont pris les armes en dehors de la voie normale, la voie des FARDC, la voie de la police, doivent avoir leur place à la prison. Et donc tous ceux qui sont en train de vouloir réclamer le dialogue, leur place, ce n'est pas dans des hôtels de dialogue, ils doivent se retrouver en prison. Et que donc nous avons dit d'ailleurs au Premier ministre que accepter de dialoguer avec le M23 ou avec un quelconque groupe armé, c'est violer les lois de la République et c'est une autre trahison contre l'État congolais. Et que donc le Premier ministre doit éviter de prendre le risque d'une telle démarche, ainsi que même le président de la République ou alors une quelconque institution de notre pays. Et on doit cesser de cajoler ou de caresser les groupes armés, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient étrangers, ils doivent être frappés. Et ceux qui seront capturés doivent se retrouver à prison et ils devront répondre de leurs actes que de continuer à infiltrer notre armée par des étrangers, par des rebelles de surcroît. Et le pays doit se sentir responsable si nous avons besoin de la paix, si nous avons besoin du développement. Oui, avez-vous un mot en particulier avant de finir notre entretien? Bon, en fait, ce pays nous appartient. Nous devons être responsables, nous devons aussi nous engager à ce que la pacification arrive. C'est pourquoi, toutes les fois que nous aurons à rencontrer les autorités de ce pays, nous sommes déjà déterminés à leur dire la vérité et rien que la vérité, ce qui découle du besoin réel de la population. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à écrire et à dire ce que nous ressentons et ce que le pays ne doit pas se permettre de continuer à faire. Donc nous avons besoin de la pacification et le Parlement, le gouvernement, le président de la République, les forces armées de la République, y compris même la population civile, nous devons tous nous liguer comme un seul homme derrière la voie de la pacification. Le contraire, c'est vouloir nous-mêmes enterrer notre propre pays et cela n'est pas normal. Nous devons éviter de connaître, de tomber dans une bêtise de ce genre. L'histoire nous prendra à témoin. Si nous trahissons ce pays, nous répondrons devant l'histoire. Edgar Mateso, vous êtes le vice-président de la société civile au Nord Kivu. Nous vous disons merci. Vous venez de suivre Edgar Mateso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, qui venait de vous parler largement de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous vous disons grandement merci. Au revoir.